Alors je vais vous parler de Phoenix et on va avoir l'occasion d'en parler bien dans le détail. Je peux pas parler plus fort que ça, donc j'espère que c'est assez fort pour tout le monde. Ça va derrière ou pas? Ouais, ok. Et donc, bienvenue à l'ILFP7, comme on disait, je rejoins à nouveau ce qu'a dit Xavier. On a un super Slack, on est super sympa, on n'est pas méchant, surtout sur le chat Elixir, le meilleur de tous les Slack, de tous les chats de ce Slack. Pour me présenter rapidement, moi je m'appelle Thomas Gauthier, je suis CTO dans une boîte qui s'appelle FewLines, avec les gens qui sont là, et celui qui est là, et encore celui qui est là-bas, Xavier, que vous connaissez déjà. Et en fait, on n'a pas de site web, mais par contre, on aime bien l'open source, donc on a deux petites bibliothèques qui font deux trucs assez sympas. Une qui s'appelle Bamboo SMTP, bon, on n'a pas besoin de vous faire un dessin, elle permet d'envoyer des mails avec Bamboo, qui est en gros la bibliothèque, qui gère l'emailing et qui est faite par Softbot en Elixir, et Core, K-A-U-R, mais qui se prononce comme Core, comme en anglais, qui est une petite bibliothèque qu'on a release tout juste aujourd'hui, et qui est super sympa. Donc elle est disponible sur GitHub, elle est documentée, elle est testée. Et on va aller voir très rapidement ce qu'elle fait, parce que ça va nous être utile pendant le talk, et ça va rejoindre des points de ce qu'a présenté un petit peu avant Julien. Donc pour l'installer, c'est très simple, vous la rajoutez à votre Mixfile. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir derrière. J'espère que c'est assez grand. Et comme l'a bien précisé Julien, en fait en Elixir, on adore le pattern OK result, donc quand ça se passe bien, ou le tuple error et la raison de l'erreur. Et donc, pour les plus fonctionnels d'entre vous, ça devrait vous rappeler en fait quelque chose qui vous permet ensuite là-dessus d'utiliser des patterns fonctionnels comme map, etc. Et nous, ça nous manquait un peu parce que en Elixir, c'est un langage qui est, on va dire, kind of fonctionnel, mais qui n'est pas complètement. Et donc, typiquement, si on prend un cas métier comme celui qu'on a sous les yeux, on va définir une petite struct qui est un module personne, qui est un être humain, qui a 3 clés, nom, âge et un bonus. On est dans le contexte de l'assurance automobile. Et on veut savoir si on peut louer une bagnole à cette personne. Alors, si on n'a pas Core, on est bien emmerdé parce que si on veut que notre app elle fasse un petit peu de business logic, très souvent, on a différentes choses à valider. Et là, typiquement, on va prendre un cas assez simple. On veut valider que cette personne, elle a un âge qu'on accepte. En gros, elle est majeure ou elle est pas trop vieille, elle a moins de 99 ans, sinon c'est pas génial. Et qu'accessoirement, elle a un bonus qui est positif ou supérieur à je ne sais pas quoi. Mais on s'en fout un peu. La seule manière qu'on a de le faire en Elixir, si on n'utilise pas Core, c'est de placer avec un bloc with. Et donc, c'est pas super simple à lire parce qu'il y en a un peu partout. Il y a de la logique au niveau des deux premières lignes du with. Il y a de la logique dans le do et puis il y a de la logique dans le else où globalement, si les deux premiers checks qui se trouvent ici se passe bien, on va exécuter le code qui est dans le do block et renvoyer un OK et le résultat de ce qu'on voulait faire. Et puis, si ça ne se passe pas bien, on va renvoyer un error tuple, avec la gestion de notre erreur. Et là, on a en gros notre métier avec des jolis petits messages d'erreur. Enfin, tout est dans la doc. Si vous utilisez Core, en gros, ça va vous rappeler des trucs, c'est que vous allez pouvoir en fait utiliser les pipelines dont parlait Julien un peu plus tôt, donc ça donne du code qui est quand même beaucoup plus explicite. Si vous trouvez ça plus moche, vous ne mettez pas Elixir. On part bien de notre personne, on va pipeliner la validation de l'âge, ça va nous renvoyer donc un OK et quelque chose, et en fonction de ça, on va vouloir prendre des décisions, et là, globalement, ce qu'on va vouloir, c'est enchaîner nos traitements pour valider le bonus. Si ça se passe bien, on attend aussi un OK avec notre message, un OK avec la structure qui nous intéresse, et puis et donc on va pouvoir mapper dessus, et si ça se passe mal, on va pouvoir faire un map error et gérer le cas de notre erreur et renvoyer l'erreur. Donc là, en 4 lignes, globalement, on a l'équivalent de ce qu'on avait ici en un peu plus de lignes, mais on a surtout utilisé des pipelines partout. C'est super joli, on est super content, ça s'appelle Core et c'est super bien. Voilà, c'était la fin de la longue auto-promo de cette petite bibliothèque qui est open source, MIT License, vous pouvez participer. Et moi, mon boulot, en fait, chez FewLines, donc je suis développeur à la base, mais je l'ai mis en dernier dans ma présentation, parce que malheureusement, même si j'adore ça, je le fais de moins en moins au quotidien, mais j'essaie toujours encore un peu d'en faire. Mes deux principales activités, c'est d'être architecte d'application et d'être enseignant. Enseignant, coach, parce que j'adore la formation, j'aime mon métier, donc j'aime le partager. Mais ce que je préfère, c'est les API. Voilà. Donc c'est pas que j'aime pas les sites web, mais ça m'excite pas particulièrement, j'aime pas trop le front. Et pour vous parler rapidement de ce qu'on fait chez FewLines, une de nos deux activités, c'est d'éduquer des publics qui sont soit de type dirigeant, à qui on explique en gros ce que c'est que le numérique et que c'est pas du digital. Et la deuxième chose qu'on fait, qui est quand même le cœur de notre activité aussi, c'est qu'on construit du software. Et on le fait principalement pour des clients qui sont des retailers de l'industrie que vous connaissez, des grosses enseignes.
Et on adore vraiment Elixir et Helm, c'est les deux technos qu'on utilise le plus. Et parce qu'on n'est jamais aussi clair sur ce qu'on fait que quand on dit ce qu'on ne fait pas, on n'est ni une agence web ni une SS2I, et c'est pas parce qu'on n'aime pas les agences web et les SS2I, c'est juste que c'est pas notre modèle économique. Donc voilà pour nous. Pourquoi ce talk? Comme je viens de le dire, en fait, notre activité principale, c'est de développer des applications web quand on n'est pas en train de faire de l'éducation. Et quand on construit des applications web, on le fait au minimum en découplant un back et un front. Donc là, normalement, je vous apprends rien, ça fait des années qu'on sait qu'il vaut mieux faire ça. Le back, on le fait en Elixir et c'est une API, JSON. Et puis le front, c'est une ESPA. Alors S, pas pour single, parce que moi, j'ai toujours pas compris à quoi réellement ça servait d'avoir qu'avoir un single. Donc en gros, c'est Several, mais on le fait de préférence avec Helm, autant que faire se peut. Mais on aime quand même bien React. On trouve ça pas trop mal, donc on le fait aussi avec React quand on n'a pas le choix. Mais Helm, c'est quand même beaucoup mieux. Et on a fait nôtre un peu cette phrase qui vise à dire qu'en fait, votre application, elle doit pas faire partie de votre framework web. Ce qu'on entend par là, c'est que s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait du Rails ou qui font du Phoenix, vous faites un Rails new ou un Phoenix new, vous avez une jolie tree structure, enfin une structure de fichiers avec models, controllers, etc. Et donc où est-ce que vous foutez votre business logic? Aux quatre coins d'une application qui n'a pas spécialement été conçue pour ce que vous vouliez faire à la base avec votre business logic, mais qui a juste été conçue pour faire du web. Et nous, ce qu'on pense, c'est que c'est en fait votre web framework qui devrait faire partie de votre application. Votre appli, elle doit faire ce qu'elle doit faire. Et si vous avez besoin de faire du web, le web, ça doit être une dépendance, ça doit être une application à côté qui vous permet de le faire. Parce que qu'est-ce qu'on va trouver dans un web framework? Beaucoup de choses. Et si vous ne pouvez pas lire derrière, tant mieux, parce qu'en fait, il y a trop de trucs sur cette slide. Un web framework, ça gère de la donnée, donc ça la manipule, ça la persiste, etc. On connaît, ça gère quand même du HTTP, parce que globalement, c'est le protocole qu'on utilise sur ce média-là. Donc on gère des requêtes, on fait de la sérialisation, désérialisation en JSON, parce que le XML c'est quand même mort depuis longtemps. On sert des requêtes et on espère que ça scale le plus vite possible. Et puis surtout, on fait du web. Par web, on construit des pages, on a des templates, des assets, on fait de l'internationalisation, bref, la liste est longue. Il y a des frameworks qui font encore plus de choses que ça. Mais d'où dans notre cas, parce qu'on fait de l'Elixir, on utilise Phoenix. Donc voilà, si vous tapez Elixir Web dans Google, je l'ai fait ce matin, parmi les 31 millions de résultats que ça retourne, le number one, c'est Phoenix. Et donc, c'est ce qu'on utilise. Donc, comme je viens de le dire, Phoenix, c'est un framework web. C'est un assemblage, franchement, plutôt bien foutu de composants. Donc déjà, rien que ça, c'est top, parce que par composants, j'entends des bibliothèques indépendantes. Pour ceux qui font du Rails ou qui ont fait d'autres trucs, parfois, le framework, c'est un gros truc, tout ça d'un coup, et on ne peut pas vraiment extraire des petites bibliothèques qui nous intéresseraient. Et il y en a trois qui sont vraiment très 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 bien foutus dans Elixir. Il y a Ecto, qui permet de faire de la manipulation de données, de la validation, de la persistance. C'est une forme d'ORM, mais si je dis ORM, je vais me faire engueuler, mais je l'ai dit. Il y a Plug. Plug, faut voir ça comme... Alors, moi j'aime pas trop le terme middleware, mais c'est généralement ce qui parle le plus aux gens. Globalement, c'est une bibliothèque qui vous permet de composer vos requêtes HTTP, parce que souvent on a besoin de faire un peu de business sur nos requêtes, d'inspecter ce qu'il y a dans des headers, de renvoyer des réponses, de regarder ce qu'il y a dans le body. Bref, avec un framework web, on a besoin de manipuler du HTTP. Et Cowboy, qui est un serveur web, qui fait un peu la même chose que ce que fait Nginx. L'intérêt, c'est qu'il est écrit en Erlang. Il est très, très, très rapide. Et je vais arrêter après avec les comparaisons avec Rails. Mais si vous faites du Rails, le framework qui vient avec le framework, le serveur web qui vient avec le framework, c'est WebBrick. Et WebBrick, vous ne pouvez pas l'utiliser en prod. Enfin, c'est pas recommandé. Cowboy, c'est le serveur web qui vient avec Phoenix, et par contre, c'est celui qui tourne réellement en production. Donc ça a un intérêt parce que vous avez quand même un comportement qui est ISO, et puis si vous essayez de faire de la dark magic dans Cowboy en développement, ça fera la même dark magic en prod, et c'est pas recommandé de le faire. Phoenix vient aussi avec d'autres composants qui, eux, sont quand même moins joliment découpés, voire même découplables. Le premier de ceux-là, c'est les channels, et les channels, c'est la killer feature de Phoenix. Comprenez, en gros, c'est un protocole par-dessus les WebSockets, mais qui fait que vos WebSockets, ils sont on stéroïdes. Vous avez de la persistance, ça déboîte. Vous avez aussi des clients, des SDK, pour intégrer de la communication avec une API Elixir qui a des channels dans des applications mobiles natives avec Swift ou avec... c'est Java, en Android toujours. Ouais. Voilà. Donc les channels, c'est de la bombe, mais c'est malheureusement pas une bibliothèque que vous pouvez extraire. On a regardé, on aimerait bien, mais on peut pas. Vous avez de l'asset management. Donc globalement, avec Phoenix, c'est du boilerplate de Brunch ou de Webpack. Donc là, à la rigueur, ils ont fait un truc un peu plus intelligent que Rails, c'est qu'ils ont utilisé les outils que tout le monde utilisait.
Vous avez ce qu'on appelle des générateurs. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, des générateurs, c'est des petits scripts qui vont en fait créer des fichiers pour vous, beaucoup de boilerplate, du type contrôleur, des modèles ou ce genre de choses. Mais c'est pas bien de les utiliser par. C'est vraiment pas bien. C'est bien au début pour comprendre comment un framework fonctionne et vous familiariser avec. On n'utilise pas ça après. Et vous avez surtout en fait plein de glue, dont de la glue qui est vraiment très très bien, hein, mais globalement tout ce que Phoenix va faire pour faire et assurer la communication entre des contrôleurs, des modèles, des vues, des templates, etc. Bon bref, toutes ces choses-là en fait, elles sont pas découplables et elles représentent facilement 80% de ce que fait Phoenix. Alors depuis la 1.3, qui est la toute dernière version de Phoenix, Phoenix a au moins fait un truc bien, c'est qu'ils se sont rendus compte que le web et l'application, c'est mieux si c'était pas au même endroit. Et si vous créez une nouvelle application Phoenix aujourd'hui en passant l'option -- Umbrella, ça va créer deux applications au sens Elixir, j'en reparlerai après, complètement distinctes. Une pour votre business logic qui s'appelle Toto, je suis très fort en naming, et une qui s'appelle Toto Web dans laquelle on trouvera Phoenix. Donc ça c'est déjà bien parce que ça veut dire que potentiellement Toto, il n'a pas connaissance de tout ce dont on a parlé qui lui est normalement strictement inutile, comme savoir par exemple comment compiler des assets. Il s'en fout Toto et il a bien raison. Donc ça c'est bien, on est content, notre app, il y a moyen qu'elle soit plus fortement couplée à notre framework, on est super content. Mais qu'est-ce qui se passe pour notre API? Parce que moi je vous ai dit, le front c'est pas trop ma cam, donc à la rigueur que le front soit séparé de mon appli métier, c'est bien. Mais moi ce que j'aimerais surtout, c'est que mon appli métier, elle ne soit pas au courant de la manière dont fonctionne mon API et inversement. Par API, je précise qu'on parle bien d'API, JSON, RESTful, tous les mots-clés à la con, en gros une API qui expose du JSON. Et donc mon API, j'aimerais bien qu'elle ne fasse pas partie non plus de mon framework web, parce que de quoi elle a besoin concrètement, mon API? Elle a besoin de serialiser, déserialiser du JSON et de gérer des requêtes HTTP. Et donc bien évidemment de se connecter à mon métier. Donc en gros, j'ai besoin de 3 bibliothèques. Serialisation, déserialisation de JSON, gestion de requêtes HTTP pour les composer avec des middleware et un serveur web qu'envoie. Bah ça tombe bien, c'est les 3 bibliothèques dont on a parlé juste avant, qui sont disponibles avec Elixir en tant que tel. Et ça nous permettrait d'arriver à quelque chose comme ça qu'on aimerait avoir pour nos applications web, à savoir, dans Apps, c'est mon app Umbrella, une app qui est mon API, qui fait donc HTTP et JSON, mon app qui fait le métier, que j'ai appelé Business ici en l'occurrence, et mon application web qui va faire uniquement, globalement, de la partie web au sens interface visuelle dans un browser qu'on est habitué à voir, nos SPA, etc., du CSS, du HTML, tous ces trucs-là. Et donc, on va le faire ensemble, en prenant l'exemple d'une to-do app. Je suis désolé, on va refaire une to-do, mais bon, ce qui est bien avec une to-do, c'est qu'on arrive à tous se mettre d'accord sur le métier attendu. Et parce qu'on est très fort en marketing, on l'a appelé Odot. Donc, voilà, il y a un petit jeu de mots là. Et cette application, on va la découpler, comme on l'a dit, en 3 applications distinctes. Donc pour faire ça, on va utiliser les umbrellas de Elixir, mais on a un petit point bonus en plus de ça, c'est que non seulement c'est un bon design pattern de construction d'application que de séparer vos concerns de cette manière-là entre votre métier, votre API et votre web, mais c'est qu'en faisant ça, en plus, vous allez devenir des meilleurs développeurs parce que vous allez comprendre comment Phoenix utilise ce qu'il y a de mieux dans Elixir, à savoir les macros. Il y a plein d'autres trucs bien dans Elixir, mais globalement les macros et OTP, notamment les gen servers et les superviseurs dont a parlé un peu Julien, on va pouvoir réellement les utiliser nous-mêmes et donc comprendre comment ils fonctionnent. Alors, je mens un peu là, je ne vais pas faire du live code, parce que j'ai pris un peu de temps, mais par contre on va vraiment faire tourner une application en local. Je vais vous montrer des slides, j'ai copié-collé le code. La première partie, c'est de créer une app en mode Umbrella. Donc ça, c'est la part 0, parce qu'en fait, c'est une ligne de commande. Parce qu'une app Umbrella, c'est un conteneur, c'est une coquille vide dans laquelle on va mettre des applications. C'est un peu comme les solutions pour ceux qui font du .NET. On m'a dit que c'était comme ça que ça s'appelait. Moi, j'en ai jamais fait, donc ne posez pas de questions sur .NET. Et la partie 1, c'est notre business logic. Et là, on va voir du code. Alors, on commence avec notre Umbrella, on a nos 3 applications, et on s'occupe de la business logic qui va s'appeler To-Do, parce que c'est ce qu'on fait. Et To-Do, ça va être une application Elixir avec un arbre de supervision. Alors un arbre de supervision, je vais en parler juste après, donc si c'est un peu barbare pour vous, vous inquiétez pas, on va le détailler. On va juste se concentrer sur les 4 principaux modules que cette application-là va implémenter. Un module, au sens module Elixir, hein, c'est pas un truc chelou, c'est un simple module. Une liste qui va être notre to-do list.
une task qui va être une struct classique au sens où Julien l'a montré aussi, qui va juste avoir 3 clés si ma mémoire est bonne, dans laquelle, que notre liste stockera justement, un serveur qui va être le behavior gen server pour conserver notre état. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un gen server, il y a une super présentation qui a été faite par Kevin ici présent au dernier, pas l'ILFP, mais à celui qui était dédié à Elixir, et elle sera mise en post-prod ici, hein, c'est ça? Voilà, donc vous pourrez la consulter. Et puis pour ceux qui sont là, il suffit d'aller sur YouTube, elle y est déjà. Et en gros, un gen server, c'est un process, pas au sens OS du terme, parce que c'est plutôt un thread, mais il faut voir ça vraiment comme un conteneur indépendant qui sait faire 2 choses, en fait, gérer de l'état et envoyer et recevoir des messages. Et donc, en fait, à l'intérieur de ce process, on va avoir en état une liste, et à l'intérieur de cette liste, on aura nos tâches. Et les messages qu'on va accepter, c'est des messages qui vont nous permettre d'ajouter une tâche, de marquer une tâche comme étant faite et de supprimer une tâche. Et à la fin, on va créer un dernier module qui va être l'API, pas au sens JSON de notre application, c'est vraiment l'interface externe, publique de cette application To-Do qu'on est en train de créer. Est-ce que ça va jusqu'ici? Ok. Donc, on va parler d'arbres de supervision et de registres. Alors, les supervision trees, c'est assez vieux dans la stack OTP, puisque c'était dans Erlang depuis un petit moment. Et c'est ça qui fait que, globalement, utiliser Elixir, c'est un bonheur, c'est qu'on peut exploiter des trucs qui ont 30 ans et qui sont plus que battle-testés. Il faut voir un superviseur comme un process, donc les process que je viens de présenter juste avant. Sauf que lui, son boulot, c'est pas de gérer de l'état et d'envoyer et de recevoir des messages, c'est juste d'être le chef d'autres process et de les surveiller. Donc on les appelle ses enfants, les process qui sont surveillés. Et ces process, ils peuvent être globalement 2 types, dans le cas qui nous intéresse. Soit des gen servers, donc ces fameux process qui stockent de l'état et qui savent envoyer et recevoir des messages, soit d'autres superviseurs. Et c'est bien parce qu'un superviseur peut superviser un autre superviseur qu'on commence à parler d'arbres de supervision. Et grâce à ces arbres de supervision, on va pouvoir mettre des stratégies en place pour déterminer ce qu'on veut qu'un superviseur fasse quand il a l'un de ses enfants qui a un problème. Et par problème, on entend qu'il quitte de manière inattendue. Et donc on va pouvoir soit redémarrer le process qui vient de quitter de manière inattendue, soit décider de ne rien faire, soit décider de tuer tous les autres process et de tout redémarrer. Enfin, on a plein de stratégies qui sont possibles. Et c'est ce qui rend tout ça plutôt sympa. Dans le cas de notre to-do, on va avoir besoin de 2 superviseurs. On va avoir besoin d'un premier superviseur qui va être le superviseur de toute notre application. Donc quand l'application va démarrer, ce superviseur-là, son rôle, ça va être de dire « moi je gère, je supervise toute cette application ». Et pour superviser cette application, globalement, ce qu'on va surtout lui demander, c'est de superviser repository, que vous avez là au point 2. Et lui, il va vraiment faire la job dans le cas de notre application, parce qu'il va à la fois s'occuper de créer, de retrouver les gen servers, donc les to-do list qu'on va créer, mais il va aussi superviser ce qu'on appelle un repository. Et un repository, c'est une nouveauté d'Elixir, un registry. Merci, qui est une nouveauté de Elixir 1.3, je crois, 4, voilà, 1.4, donc c'est arrivé récemment. Et un registry, c'est génial parce que c'est dans ce registry qu'on va stocker, à chaque fois qu'on démarre un process, son PID. PID, voyez-le comme les PID de vos process sur vos OS. Sans ça, avant, on était obligé de passer par des trucs qui n'étaient pas très très jolis, où soit on devait nommer nos process, mais le nommage de nos process était unique dans toute l'application, ou alors encore pire, dans toute la VM. Et puis, comme on les nommait souvent avec des atomes, enfin, ça devenait un peu gênant parce que les atomes, ils sont jamais nettoyés en mémoire, etc. Donc, c'était pas génial. Et puis qu'on a des registries, et ça devient beaucoup plus simple parce qu'en fait, on a un process qui fait office de DNS de process. Donc, c'est super génial. Et nous, on a envie de l'utiliser, ça. Alors, à quoi ça ressemble? Vous avez promis du code, il va y avoir du code. Là, on a sous les yeux notre premier module, qui est le module de notre application To-Do. Faites pas trop attention aux trucs un peu barbares, il y a 2 lignes qui sont intéressantes. Il y a la ligne qui se trouve dans la liste Children, qui fait Supervisor To-Do Repository. Donc là, cette ligne-là, elle est juste en train de dire, quand toi, application, tu démarres, tu vas lancer et superviser un module qui s'appelle To-Do Repository. Et la deuxième ligne qui est importante, c'est la stratégie en one for one. Et celle-là, elle dit juste que je n'ai qu'un... le process que je suis en train de superviser, si ça se passe pas bien, je le relance. Voilà. Donc comme ça, mon application, si elle a un problème, je relance le processus que j'étais en train de superviser. Et supervisor start link children, c'est ce qui lance en fait réellement l'application. Le deuxième dont je vous avais parlé, c'est celui qu'on appelle repository.
Et là, on a gardé que les deux lignes qui étaient intéressantes. C'est que repository, lui, il fait deux choses. C'est lui qui fait vraiment le métier de notre application. Il lance le registry, donc ce fameux DNS de process qui est super pratique. On le fait de manière unique, parce qu'on n'a pas envie à s'amuser à savoir où il se trouve à chaque fois. On a envie de n'en avoir qu'un seul. Donc on lui donne un petit nom, en plus, ça s'appelle registry. Et à la deuxième ligne, vous voyez todo.supervisor. Ça, c'est un deuxième superviseur qu'on va lancer. Et lui, son rôle, ça va être le point d'entrée pour créer et retrouver nos fameuses to-do list qui stockent notre état. Et on lance tout ça en one for all. Et le one for all, c'est très intéressant parce que là, on est en train de superviser deux process qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que s'il y en a un qui a un problème, on relance l'intégralité de nos enfants. Pourquoi on fait ça? Parce que si notre repository dégage, ça veut dire que les process qui sont lancés, on ne sait plus les retrouver, puisqu'on doit passer par les repositories pour les retrouver. Le registre, je ne vais pas y arriver, le registry, j'espère que c'est OK pour tout le monde. Et dans le cas où on a une to-do list qui dégagerait, c'est pas génial non plus, parce que notre registry ne serait pas au courant que cette to-do list n'est plus accessible. Donc en fait, au moins de process qui dégage, on relance le tout. Ouais, on va imaginer qu'on a de la persistance, on est dans un monde merveilleux. En plus, ça coûte vraiment pas cher de mettre de la persistance, donc dites-vous que c'est possible. Et enfin, donc ce fameux supervisor, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lance juste le fameux todo.server, qui est cette fameuse to-do list, qui est un gen server, qui va réellement stocker notre état. Et on vous a mis cette ligne-là aussi pour une raison, c'est que vous voyez qu'on lui passe une option qui est Restart Transient. Et en fait, on peut déterminer des stratégies quand on veut redémarrer nos process. Et là, le Restart Transient, c'est qu'on dit tu ne redémarres ce process-là que si il a quitté de manière inopinée. C'est-à-dire que si on le tue nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on décide de supprimer une to-do list, le superviseur, on n'a pas envie qu'il la relance. Voilà. Donc avec le Restart Transient, s'il meurt poliment, on est content et on ne le relance pas. Alors, todo.server, ce fameux process qu'on va relancer que s'il meurt poliment, c'est juste un gen server. Il n'y a rien de vraiment fancy à l'intérieur. Et globalement, son métier, c'est de stocker des structs qu'on appelle des tasks et d'opérer, d'être une forme de proxy entre la liste et donc les appels qui seront faits par l'API qu'on va mettre au-dessus. La liste, elle ne va pas être trop compliquée non plus. Elle va juste avoir une implémentation ultra basique pour ajouter une tâche, supprimer une tâche et marquer une tâche comme étant faite. Et je vais vous montrer le code juste après. Vous avoir montré la tâche à proprement parler, qui elle va utiliser Ecto, donc on va un petit peu en parler, parce que Ecto, c'est ce fameux petit module qui permet globalement de valider la donnée, mais aussi de la manipuler. On va utiliser des UUID pour les keys, parce que comme en fait Erlang, ça scale vraiment très très bien, on peut avoir des milliards et des millions de tâches, donc on a quand même envie d'avoir un système de référence unique qui tient à peu près la route. Et le truc vraiment sympa, c'est qu'on va utiliser des chanchets Ecto, et vous allez voir que c'est, pour le coup, pas mal du tout. Alors je vais essayer de vous montrer du code en tenant le micro, ce qui n'est pas le truc le plus aisé à faire. Donc là, sur le côté gauche, comme vous pouvez voir, j'ai 3 applications. Et pour l'instant, on va s'attaquer qu'à la première, qui est todo. Donc en Elixir, tout le code, ça va dans le livre. On ne s'est pas cassé la tête très longtemps. Et on va retrouver les modules dont je vous avais parlé. Donc là, j'ai mon petit module application avec le repository. J'ai ma liste. Et donc la liste, elle est très très simple. Il y a 3 fonctions, ajouter, supprimer et marquer comme étant faite. Et la tâche, ce qui nous intéresse un petit peu plus, je vais enlever le truc sur le côté parce que c'est moche, on va voir qu'elle définit une primary key qui est type UID. Bon, ça c'est un décorateur, c'est pas très très beau, mais c'est comme ça qu'on fait avec Ecto pour l'instant. Et ce qui est plutôt cool, c'est ce qu'on appelle des embedded schemas. Et des embedded schemas, c'est assez proche de ce que vous avez normalement l'habitude d'utiliser avec un ORM dans un framework web classique. Sauf que là, on n'a pas besoin d'avoir un vrai schéma au niveau d'une base de données relationnelle. C'est juste que ça va nous permettre de définir une structure sur la base de ce embedded schema et pour chaque clé de cette structure, de définir une forme de type attendu, puisqu'on va dire qu'on veut un nom qui sera de type string et on va dire qu'on veut un statut, done ou pas, qui va être un booléen. Et on se fait juste une petite fonction build dont le simple rôle va être de recevoir en entrée les params qui lui seront filés avec ce nom ou cet état qui est done, et de faire passer ça dans ce qu'on appelle un chanchet, et de considérer que si le chanchet est valide, globalement, on va renvoyer, et là on voit une utilisation de core,
un result OK, c'est-à-dire qu'on va mettre notre struct qu'on vient d'être créé dans un OK tuple, parce qu'on est des good citizens Elixir, donc on met tout dans des OK tuple. Et puis si ça marche pas, on met cette même, alors c'est pas vraiment une structure, je crois que c'est une map, ou ça sera juste un string d'erreur. Non, c'est une map, voilà, c'est une map. Donc c'est bien une map qu'on va mettre dans un error tuple. Et comment ça marche réellement pour la validation? Ça marche avec ces fameux chainchets. Et les chainchets, c'est assez simple. Ça, c'est une structure barbare qui dit juste ma struct, elle porte le nom du module en question, donc elle s'appelle task. Caster des params, ça veut dire que je ne vais retenir dans cette struct qui m'est passée que les params que je passe en paramètres. Donc en l'occurrence, je n'accepte de ne garder que la clé name dans tout ce qui m'est passé. Je ne garde pas done, je ne garde pas id. Vous n'avez pas le droit de me dire ce que je dois, de quel statut est la tâche et quel est son id. Je fais une validation sur le fait que le name est bien obligatoire. Je mets la clé done à false. C'est moi qui dis qu'à chaque fois qu'une tâche est créée, elle est fausse. Et à la fin, je lui assigné un petit ID. Ça va jusqu'ici? OK. Je pense qu'on a fini pour la partie réellement implémentation de la to-do list. Et pour la partie API, qui est celle qui nous intéresse, donc celle qui sera appelée par tout le reste de l'application, et il y a quelle qui peut être appelée. On voit bien qu'on a 4 fonctions. Une qui permet d'ajouter une to-do list et qui prendra en paramètre le nom de la liste et les params, dont le nom, ce qu'on vient de voir juste avant. Une qui marque as done, une qui list, une qui remove, et ça c'est du boilerplate interne. Pour ceux qui ne font pas d'Elixir, vous vous en foutez un peu. Donc le module to-do, on vient de le voir, donc je n'ai pas besoin d'en parler. Et la démo, en fait, je l'ai avancé d'un slide, je suis désolé, c'est le stress. Donc en résumé, pour cette première partie, on a une application qui est fonctionnelle, je vais vous le montrer. On a de la business logic qui est complètement découplée de tout framework, puisque en fait on n'a rien là dans le code d'autre que notre métier. Et puis petite cerise sur le gâteau, quand même mine de rien, on leverage déjà OTP. Donc là, on a une application qui, si elle devait un peu monter en charge, elle tiendrait plutôt la route, parce qu'on a des gen servers. Je crois que le record du nombre de gen servers sur un serveur, c'est plusieurs millions, donc il y a de quoi faire juste sur un serveur. Et pour vous prouver que ça fonctionne, je vais lancer mon petit terminal, je vais appeler mon application. Ouais. Toujours à une main, c'est un peu compliqué. Hop. Voilà, c'est un moins, parce que je ne regarde pas ce que je fais. Et voilà. Tchac, 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 tchac. Adresse already in use. Je vais poser mon micro 2 secondes. Voilà, donc juste pour vous expliquer ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'avais déjà lancé mon truc juste en dessous, voilà, donc j'étais en plein écran, donc je ne l'ai pas vu, et donc, comme l'application elle est complète, il y a une API et un serveur web, donc forcément, je ne pouvais pas utiliser 2 fois ma même adresse. Donc là, je suis dans la console Elixir, et donc ce que je peux faire assez rapidement, c'est créer une task et créer une deuxième task, et on va voir que ça marche plutôt bien. Donc je crois que c'est todo.add, et puis je vais lui passer ma liste. Hop, et une bien jolie tâche, et donc ici c'est une... Voilà, avec un petit... Voilà, et là sous nos yeux ébahis, ça marche, et voilà, super. Mais gardez vos applaudissements pour cette partie-là, parce qu'elle est beaucoup plus sympa. Et là, j'y suis réellement pour rien, parce que c'est les mecs d'OTP qu'on t'a fait, et les filles. Voilà. C'est l'observer. Et l'observer, c'est ce qui va nous permettre un peu de monitorer ce qui se passe sur notre machine et de voir un peu les process qui sont exécutés en direct. Pour ça, il faut aller dans l'application. Donc là, j'ai toutes les applications au sens Elixir. To-do est une application qui tourne. Et ici, je trouve bien To-do. Et... alors, c'est pas le truc, c'est pas lui la plus sexy de la planète, parce que les mecs qui font Erlang, c'est quand même pas, ils aiment pas trop ça, mais par contre, ça marche très bien. Et si on regarde ici, on voit bien le repository dont je vous ai parlé. Le repository, son boulot, c'est bien de superviser 2 process. Un qui est notre registry, sur lequel on aura notre fameux DNS avec tous nos process qui tournent. Et le deuxième qui est... faut aller voir son petit nom si on veut le voir, je ne sais plus où on le voit, mais si on charge bien, on va le trouver. Celui-là, en fait, c'est celui qui s'occupe de spawner autant de to-do list que j'en crée. Et ici, ça, c'est vraiment ma to-do list.
Et si je l'inspecte, ça va être un peu barbare, mais on va la trouver dans l'état. Voilà, j'ai une bien jolie tâche qui est ici. Et donc du coup, hop là, ce qui va se passer, c'est que si on regarde un peu ce joli arbre de Noël et qu'on le met un peu sur la gauche et qu'à droite, je suis pas aidé, on crée une deuxième liste, bah vous allez voir sous vos yeux ébahis dans le coin haut à droite, à votre avis quoi, un deuxième process qui va être lancé et qui va lui aussi être monitoré. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que si je le kill de manière pas très sympa, hop, notez le PID 569, 652 c'est Elixir, c'est super rapide, donc là c'était 652, on peut le rekill, hop, j'ai bien une to-do list qui va être relancée là en mode 666, number of the beast, et donc voilà. Donc, comme on disait, là, franchement, en quelques lignes de code, on a un truc qui est quand même plutôt cool, hein, une appli qui fait que ce qu'elle a à faire et qui est déjà quand même Erlang compatible. Deuxième partie, ça va toujours pour la première partie, c'était pas bien compliqué, hein, c'était une to-do list mais un peu on stéroïdes. Pour la deuxième partie, bah, là, on va aussi créer une application Elixir, hein, donc qu'on retrouvera dans notre supervision tree, etc. On va la lancer avec un superviseur, et le rôle de superviseur, lui, ça va être uniquement de lancer notre serveur web. Mais là, pareil, hein, notre serveur web, si on a envie s'il a un problème, on a envie de le relancer. Alors, dans les technos un peu plus dégueulasses que Elixir, qu'est-ce qui se passe par exemple en Ruby? Bah, vous avez un gros try-catch des familles, dont le boulot, c'est de relancer en permanence votre serveur web s'il tombe. Bon, là, on notera que c'est quand même un petit peu plus propre. Et qu'est-ce qu'elle va faire, notre API? Globalement, trois choses. Elle va exposer des endpoints HTTP, et il y aura du bout de JSON à l'intérieur. Elle va parser les requêtes qui rentrent, faire sa petite vie, aller parler à notre API ToDo qu'on vient de montrer. Et puis, bah, si ToDo renvoie un truc, elle va remettre tout ça dans un joli JSON et le renvoyer à ceux qui l'ont appelé. Bon, bref, c'est une API. Qu'est-ce qu'on va avoir en dépendance? Bah, normalement, je crois que dans le petit talk d'intro, vous avez promis 3 dépendances. Et donc, bah, on va avoir Cowboy pour avoir un serveur web, Poison, qui est la bibliothèque qui permet de serialiser et de déserialiser du JSON, et Plug, qui est, sans déconner, hein, et ça fait quand même quelques années que je fais du web, la plus belle bibliothèque que j'ai jamais vue de ma vie pour composer des requêtes HTTP et faire du routing. Les deux. À quoi ça ressemble? Alors, dans le module application, c'est quasiment le même que celui qu'on a vu avant pour ToDo, sauf que cette fois-ci, bah, on ne va pas lancer un gen server ou des superviseurs pour faire des to-do list. On va lancer Cowboy, notre copain, et on va lui dire tout à la fin, globalement, tu fais du HTTP, pour savoir ce que tu dois faire en mode HTTP, à quoi tu dois répondre, bah, tu vas consulter notre routeur, qui est API.router, et le port sur lequel tu écoutes, c'est le 4000. Fin de l'histoire, petite juste note, la stratégie one for one, une fois de plus, si tu as un problème, on te relance. Le routeur, c'est la meilleure partie. Comment ça marche? On utilise Plug, c'est le petit use que vous voyez là-haut. Ensuite, avec le joli petit DSL, on va pouvoir plug les uns après les autres tous les middleware par lesquels on veut que passent les requêtes qui vont passer par ce routeur. Globalement, on veut du logging, on veut du parseur, parce qu'on va avoir besoin d'aller voir ce qu'il y a dans le body pour décoder du JSON. Et match et dispatch, c'est les deux plugs dont vous avez absolument besoin si vous voulez juste que plug fonctionne un minimum. Et le cœur de notre métier, c'est qu'on a 2 endpoints qui sont déclarés. Un endpoint get avec l'URL list et un param qui sera le nom de la liste, qu'on passera à un contrôleur qu'on a créé qui s'appelle contrôleur list index, à qui on passe la connexion, c'est ça con. Et un deuxième endpoint qui s'appelle post, qui écoute sur quasiment la même URL, sauf que lui, il attend des posts. Et le petit bloc à la fin, c'est le truc qu'il vaut mieux mettre, parce que en gros, toute requête qui n'est pas catchée, enfin qui ne trouve pas de correspondance, parce que ça fait du pattern matching en gros, sur un endpoint, bah, ça va juste lever une exception, donc c'est pas très cool. Donc en gros, match underscore, si on ne trouve pas, on renvoie une réponse de type 404. Ça va toujours? C'est pas bien méchant quand même. Hein. Première partie, le contrôleur. Alors là, on est dans notre contrôleur list, c'est beaucoup plus léger que des contrôleurs qu'on voit habituellement dans d'autres langages, voire même dans des frameworks de type Phoenix. On va faire un use de notre API controller. Alors là, c'est le tout petit bout de magie qu'on fait dans l'application, mais je vous le montrerai juste après. Et on fait un alias vers ToDo. Alias ToDo, c'est juste que j'importe mon module. Je définis une petite fonction qui s'appelle index, qui prend ma conne, hein, donc c'est ce que j'avais dans mon routeur. Qu'est-ce que je fais? Je vais renvoyer un OK list, toujours good citizen OTP, hein, on fait des OK tuple.
Si, quand j'appelle to-do list avec les params qui sont dans ma connexion, qui sont ni plus ni moins que le petit name qu'on voyait ici dans le routeur, bah, je m'attends à ce que to-do me renvoie donc une liste, et donc je fais un render de ma connexion. Je vais appeler un module qui va être la vue qui va me créer ce JSON. Il va être de type index.json, c'est une 200 parce que bah, ça se passe bien, et mon payload, c'est ma liste. Alors, cette petite partie-là, normalement, pour ceux qui font déjà de l'Elixir, vous pourriez me dire, ah, mais ça, c'est un peu de la magie. Je vais vous dire, non, c'est pas de la magie. C'est juste que fait Elixir de mieux, c'est des macros. Et donc, comment ça marche des macros? C'est pas très très compliqué, globalement, ça fait deux choses. Ça fait un import, ça c'est pas bien compliqué, et ça fait surtout l'exécution d'une def macro que vous avez définie dans le module que vous importez en use. Et donc, globalement, c'est pas très compliqué, on va venir insérer dans le module un import de plug et un import du fameux API controller qu'on est en train justement de définir. Donc au lieu d'avoir ce qu'on ferait si on n'avait pas ce petit bout de magie et de macro, ça c'est le code que j'aurais fait qui est strictement équivalent à celui que vous avez vu avant, parce que en gros ce que nous expose plug c'est la fonction sendResp. Et sendResp c'est un petit peu embêtant parce que moi j'ai pas envie dans mes contrôleurs de devoir construire des réponses HTTP directement, je veux juste avoir une vue qui va voire même plusieurs vues, que je vais pouvoir utiliser différemment en fonction du fait que j'ai un index, que j'ai un show, que j'ai des erreurs, que j'ai pas d'erreurs, que j'ai des trucs plus ou moins compliqués comme payload, etc. Et surtout, j'ai pas non plus envie d'appeler directement un encodeur JSON, directement dans mon contrôleur. Mais ça, c'est parce que je suis un peu hystérique. Et donc, je préfère avoir ça, qui est beaucoup plus propre et qui ressemble, à s'y méprendre, à la fonction render qui est présentée dans Phoenix. Et si ça ressemble à s'y méprendre à ce point-là à la fonction render que vous avez dans Phoenix, c'est juste parce que Phoenix fait exactement ça, en fait, en interne. Enfin, un peu plus évolué quand même, parce qu'il gère 2-3 trucs en plus. Et donc, à la fin, vous avez cette super fonction à appeler qui est vraiment très belle. Et avec ce custom render, bah, on peut commencer à créer des vues, qui sont des modules, qui auront leur propre petite logique, qui seront un endroit bien à eux dans notre petite tree structure. On pourra en avoir une pour chaque ressource qu'on a envie de rendre. Hein. Là, on a pris l'exemple de liste, mais on pourrait parler de task, etc. Et on va surtout avoir des vues spécifiques pour construire et renvoyer des erreurs. Parce que le truc le plus relou, généralement, au niveau d'une API, c'est de renvoyer les erreurs. Et on va voir que là, ça va être plutôt cool. Et à quoi ça ressemble une vue qui permettrait de renvoyer une liste de tâches? Ben, en fait, voilà comment on l'a définie, cette fameuse cette fonction render. Son petit nom, c'est index.json. Et le payload qu'elle accepte, c'est liste. Et qu'est-ce qu'elle fait? Bah là, en gros, moi, je me suis pas fait chier sur le JSON que j'avais envie de renvoyer et d'encoder. Je renvoie juste ma liste, mais c'est à l'intérieur du bloc de cette fonction que je pourrais faire du rendering un petit peu plus évolué, du JSON qui sera finalement encodé. Pour rendre les erreurs, j'ai essayé d'être honnête, parce que c'est la seule partie de l'application où il y a du code un peu chelou. C'est que en haut, c'est strictement équivalent à ce que vous avez vu avant, render 422 JSON, hein, unprocessable entity parce qu'on a une erreur, avec la map d'erreur que l'on attend. Et puis là, on voit, c'est pour ça que c'est intéressant, une construction un tout petit peu plus complexe de ce qu'on va vouloir réellement encoder comme JSON. Donc là, on a une map Elixir qui sera encodée avec Poison dans un JSON qui aura un petit peu plus de gueule, puisqu'on vient rajouter à la main une clé pour le code, une clé message qui globalement dit ce qui s'est passé, et à la fin, une clé erreur qui va reprendre les erreurs qui seront renvoyées par l'API de To-Do, donc par notre chainchet, donc par réellement notre métier. Et les deux fonctions qui sont en dessous, c'est juste de la dark magic, pas trop vraiment dark, pour que errors ce soit vraiment joli, parce que les chainchet ecto, ça génère pas des erreurs qui sont dans des maps très sexy. Donc voilà pourquoi on fait ça. Petit temps de la démo, ça va toujours? Ok. Bah, cette fois-ci, on passe dans Postman. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si on essaye d'aller sur localhost 4000 list l'ILFP? Bah, ça va créer une liste qui n'existe pas. Et puis bah, donc, ce qui m'est renvoyé, c'est une liste qui est un tableau vide. Bon, par contre, je peux essayer de créer une très belle tâche. Donc, il me faut un body JSON qui balance un name. Et tout ça marche avec de l'Unicode, c'est le futur. Et qui renvoie exactement sur la même URL. Et là, normalement, si Gérard Majax est avec nous, il n'y a pas de 500. Et ça commence à créer plein de tâches, à tabasser la machine. Et si on va sur l'index, on a toutes nos tâches qui sont là. Ça marche super bien. Je vous ai pas menti, il y a des logs. Et parce que c'est très très rapide, on est en microsecondes. Hein. Le U chelou, c'est micro. C'est en dessous de milli. Voilà. Donc c'est vraiment rapide. Voilà. J'ai une erreur?
Ah, je peux montrer une erreur, tout à fait, parce qu'on s'est quand même cassé un peu les pieds pour faire des jolies erreurs. Donc si jamais il y a des trucs qui ne sont pas reconnus, comme par exemple name, on va avoir un joli petit JSON qui est renvoyé avec la vue que je vous ai montré avant. Donc message k122, processable entity, errors name can be blank, et ce name can be blank, il ne vient pas de mon application API, parce que ce n'est pas son boulot de faire ça, enfin il est formaté dans API, mais le message qui est réellement renvoyé, c'est celui que je vais avoir ici, au niveau de mon chain chat Ecto, qui dit quoi? Qui dit, ouais, mais moi je veux une clé qui s'appelle name. Voilà. Comment ça marche? Fin de la démo, c'était pas trop long. Donc pour résumer, ce qu'on a désormais, c'est qu'on a toujours une application qui est fonctionnelle, on vient de le voir, mais qui a aussi une API qui est fonctionnelle, et puis qui fait du JSON, donc on est très content. Notre business logic, elle n'est toujours pas impactée, elle n'a pas été impactée par l'API qu'on vient de construire par-dessus. Il n'y a donc aucun coupling avec l'API, enfin, il y a juste l'API qui parle à un module, donc ça va. Et cerise sur le gâteau, on fait toujours de l'OTP. Parce que Cowboy, le serveur web, il est lancé par un supervision tree, c'est des process, ça va super vite, c'est super bien. Dernière partie, comment ajouter une couche web à ça, à cette magnifique application To-Do? Le web, comme on le disait, cette fois-ci, cette application va être ultra basique, parce qu'on veut juste ajouter Phoenix. Enfin, on va ajouter un framework web. Mais ce framework web, contrairement à ce qu'il aurait fait si j'avais juste créé mon application Phoenix la première fois, il n'en a rien à faire de ma logique métier, il n'en a rien à faire de la persistance, il n'en a rien à faire des autorisations, il n'en a rien à faire, il n'en a rien à faire de rien, sauf de faire son taf. Et son taf à Phoenix, c'est de servir les assets, c'est de les compiler, c'est de rendre des pages web, c'est de gérer des WebSockets, parce que les WebSockets, c'est vraiment bien, surtout si vous avez une app Helm devant, mais ça fera l'objet d'un autre talk. C'est de compiler mes assets, c'est de faire de l'internationalisation et tout ça. Démo, parce qu'on l'a fait. Alors là, je n'ai pas de code à vous montrer, du moins pas dans mes slides. Je vais vous montrer directement dans l'application. Une fois de plus, sur le côté, si on ferme tout ça, on a une application web. Donc là, comme on disait, il y a plein de trucs. C'est Phoenix, c'est normal, il fait comme chez lui. Et dans lib, j'ai deux petits namespaces. Un qui s'appelle web, qui a un tout petit bout de business logic lié au web. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce module-là, son boulot, c'est juste qu'il va récupérer souvent, parce que c'est ce que j'ai envie d'exposer aussi, en entrée des paramètres pour créer une liste, parce que je vais faire un formulaire sur une jolie page web, etc., pour créer ma liste. Donc c'est ce que va faire ce module-là. Mais globalement, si on regarde, il faudrait peut-être commencer par le routeur, Thomas, ça sera plus clair. Ce qu'on retrouve ici, là-haut, en fait, c'est plug, un petit peu plus évolué, parce qu'on voit que Phoenix nous fait une petite abstraction un peu plus sympa, il y a des pipelines, etc. Mais globalement, on enchaîne nos plugs comme on le faisait au niveau de notre API. On définit un scope qui s'appelle .name, donc ça c'est pour récupérer le paramètre du nom de ma liste. Et dans ce scope-là, on va appeler notre to-do controller uniquement sur une action index pour lister nos to-do. Et qu'est-ce qu'il fait ce contrôleur-là? Il est ici avec index, il prend une conne, la même que celle qu'on avait dans notre application API parce que c'est toujours plug. Il prend aussi des paramètres, parce que là, Phoenix est un peu cool avec nous, il sort les paramètres d'office parce que généralement on en a toujours besoin. Et là, on a un petit case. Donc, comme le disait Julien, le case, ça va nous permettre de pattern matcher sur le résultat de l'appel de la fonction qui est ici. Donc, c'est quoi le résultat de l'appel de cette fonction? C'est qu'on appelle notre petit module todo qui est là. On lui passe les params qui sont les noms de la liste. Donc, lui, en gros, son taf, c'est ni plus ni moins que le SDK pour parler à notre propre API. Et c'est un tout petit SDK. Si on reçoit un OkTuple avec une tâche, on render, et là c'est stricto sensu, quasiment le même render que ce qu'on avait côté API, sauf que là c'est celui de Phoenix, qui dit quoi? Tu me passes la connexion, le template que tu cherches, c'est un index.html, les params dont tu as besoin, c'est le nom de la liste, et voici tes tâches. Et puis si ça va pas bien, error tuple, tu rends une error view, qui est une 500 HTML, et donc il n'y a plus qu'à aller voir. Je sais jamais où c'est parce que moi je fais pas de front. C'est dans template qui est dans web. Voilà, c'est ça. Dans template, dans to do, dans index. Et bon là c'est du HTML donc on est tous grands donc on sait tous le lire. Ça nous affiche la liste des tâches. Donc allons voir tout de suite si ça marche vraiment. Et ça marche vraiment. Puisque, en plus c'était super rapide, hein, on l'a vu. On a laissé le logo de Phoenix là-haut parce qu'on l'a fait juste avant la démo. Et si on regarde dans nos logs, ce qu'on va voir, c'est qu'on a bien, avant, pour chaque requête, on a un get sur list.lilfp, ça c'est notre API.
qui répond en 236 microsecondes. Et on a aussi un get sur /lilfp qui était notre serveur web qui lui ne répond qu'en une milliseconde. Donc c'est pas très rapide, hein, mais bon, c'est parce qu'on a du debug. Et donc voilà. Hop, je reviens ici. Donc en conclusion, désolé, j'ai été un peu long. Phoenix, ça ne devrait pas être votre application, et je crois que là on l'a montré, mais ça ne devrait pas non plus être votre API. Et on a aussi montré, j'espère, que ce n'était pas si compliqué que ça d'avoir une API qui était assise gentiment à côté de votre application web. Phoenix, ça doit être que votre application web. Et en fait, tant mieux parce qu'il le fait très bien. Nous, on utilise toujours, tous les jours, Phoenix. Hein. C'est un web framework qui claque. Parce que les channels, ça claque. Bundlisez, regroupez votre application dans une umbrella, donc dans une coquille vide qui va vous permettre d'avoir un bout de votre business logic, un autre bout de votre business logic, et à côté de ça, une API et votre application web. Et globalement, smaller is better, donc créer de petites applications indépendantes, pas très bien couplées, mais bon, ça normalement on le sait tous. Et surtout, si vous utilisez Elixir, utilisez OTP, faites des arbres de supervision et utilisez GenServer parce que ça marche plutôt bien. Merci, vous trouverez le code de tout ce qu'on a montré pour vous prouver que ça marche vraiment. Et puis parce qu'en plus, réellement, c'est toc. Ça, c'est ce que je préfère à la fin. C'est qu'en plus, l'app, elle est testée et que ça va plutôt vite. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser. Et si vous avez des questions, je suis bien évidemment disposé à vous répondre. Merci. Soit j'ai été très clair, soit pas du tout. Yes. Alors la question c'est pourquoi je repasse dans l'API JSON depuis Phoenix. C'est pourquoi Phoenix, quand il répond à une requête web, il appelle mon API. Parce que en fait, je pars du principe que globalement, demain et très rapidement, et c'est déjà le cas sur ce qu'on fait en production, on va aussi avoir des applications web, on va même avoir des applications web mobiles, on va même avoir des applications web qui ont des métiers un peu différents. Et moi, je préfère n'avoir qu'un seul point d'entrée que je contrôle au niveau de ma réelle business logic. Et pour moi, ça, c'est mon API, JSON. Et comme elle est très légère, très petite, complètement découplée, elle est ultra performante. Elle peut se contenter de faire des vérifications métiers qui sont assez légères. Et je veux absolument éviter qu'elle soit accédée directement depuis le web. Je vais faire un parallèle qui est peut-être un peu douteux, mais c'est comme si dans le framework MVC, tu me demandais pourquoi depuis ma vue, j'appelle pas directement mon modèle, tu vois, ce que je peux faire, malheureusement. Mais pour moi, c'est un peu ça, c'est si je suis en MVC, désormais, ma business logic, ma brique la plus profonde, c'est mon application Elixir qui fait le métier. Mon contrôleur, entre guillemets, c'est cette fameuse API. Et puis, mes vues, c'est toutes les applications web que je vais créer. Web ou autre, hein. C'est-à-dire que si je voulais avoir une application mobile, elle se comportera de la même manière. On peut malheureusement pas faire de mobile en Elixir, c'est pour ça que je suis pas de mobile, mais ça marchera. Il y a une 404 sur GitHub. Il y a une 404 sur GitHub parce que j'ai fait des commits infâmes, voilà, et donc j'ai rebase comme un porc. Donc je vous mets tout ça en ligne ce soir, en propre, avec 3 commits pour chaque étape. Mais ça sera bien en ligne. Je t'en prie. Bon, merci beaucoup à vous.